Bonjour les amis et bienvenue dans cette dernière partie de la leçon qu'entraînent les ouvertures au monde des territoires et des hommes. Là, ça va être un peu plus sanglant parce qu'on va parler des conquêtes. Et oui, quand on découvre l'autre, il y a toujours aussi une volonté de dominer. Et ça, malheureusement, dans l'histoire, c'est une constante. Alors, au XVe, au XVIe siècle, il y a effectivement des conquêtes territoriales. L'exploration et la découverte de nouveaux espaces entraînent la volonté de les posséder. Alors, je vais éviter les exemples ici sur l'Amérique du Sud avec Cortés ou Pizarro de la part de l'Espagne, mais on va plutôt parler de ce qui s'est passé du côté de l'Asie avec les Portugais. D'abord, les conquêtes sont généralement violentes. C'est très rare qu'on arrive, qu'on plante un drapeau et que les gens en face disent « Ok, salut, c'est chez vous, on s'en va ». Non. Les Portugais, par exemple, au XVe siècle et au début du XVIe, ont voulu avoir une mainmise sur le commerce dans l'océan Indien. Alors ils sont arrivés avec leurs bateaux et l'Asie a connu quelque chose qu'elle n'avait encore jamais rencontré, les premiers bombardements venus de la mer, parce que les Portugais avaient une avance militaire. Des villes en Inde, comme Goa ou Canicut, se sont fait complètement bombarder plusieurs fois, 1, 2, 3 fois, par les bateaux portugais. Il y en avait un commandant qu'on appelait le Sea Lion, le lion des mers, Alfonso de Albuquerque, commandant portugais, qui, justement, artisan de la conquête, a beaucoup bombardé lui. En plus de ça, quand les villes étaient bombardées et prises, c'était pas fini. Les généraux laissaient souvent leurs hommes piller la ville. Allez, faites-vous plaisir, elle est bombardée, maintenant pillez-la, comme Goa en Inde. Alors, une fois que ça y est, on s'est placé par la violence, il faut administrer tout ça. Alors là, on nomme un vice-roi, comme au Portugal, un vice-roi des Indes, on nomme des gouverneurs, on installe des forts, parce qu'il faut aussi résister en cas où celui que vous avez conquis veut revenir, allez, un autre boulet de canon dans la tête. On met des comptoirs de commerce un petit peu partout. Les Portugais avaient Malacca, Hormuz, Goa, tous ces endroits stratégiques pour le commerce. Voilà, on administre, on met en place des choses et on contrôle la zone. Après, les Portugais, pendant 40 ans, l'océan Indien, entre 1500 et 1540, c'est chez eux, c'est leur zone. Un bateau qui passe sans laisser passer, boum, on l'incendie et on l'envoie sous la mer. Et il y a donc aussi une partie d'appropriation. Alors, appropriation des territoires, bien sûr. C'est pas encore la vague de colonisation qu'on va voir plus tard, mais il y a des côtes, des petits morceaux de territoire qui sont pris. Mais surtout, je veux parler d'appropriation des ressources. En Amérique du Sud, il y a un pillage de l'or et de l'argent. En Orient, c'est un peu compliqué. C'est pas, on s'approprie des épices, mais on va s'approprier plutôt des routes de commerce. Toute épice qui passe doit passer par un bateau portugais. Voilà, ça c'est pour les conquêtes territoriales, notre première sous-partie. Passons maintenant à la deuxième. Allez, deuxième partie maintenant. La deuxième partie, c'est la conquête des esprits. Eh oui, les mentalités, c'est pas des territoires, mais c'est peut-être plus dur à conquérir. Je vous donne un exemple. Les gens, les humanistes, il faut qu'ils développent leurs idées, il faut qu'ils les diffusent. S'il n'y a que 10 pecnos, 10 bonhommes qui croient en l'humanisme, quel intérêt de faire des théories très longues et de beaucoup travailler? Non, il faut que les gens soient au courant et adhèrent. Alors là, il y a un élément très important, c'est le rôle de l'imprimerie. Alors là, on ne va pas aller sur le débat qui a inventé l'imprimerie, c'est l'Orient, c'est l'Occident, c'est les musulmans. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que, effectivement, Gutenberg, entre 1452 et 1456, il permet d'imprimer avec des caractères mobiles, là, le premier livre qui est, bien sûr, vous avez trouvé, la Bible. Et ce qui va être important, c'est pas ça, c'est pas la première impression, c'est la multiplication d'ateliers d'imprimerie en Europe. Il va y en avoir partout, les villes universitaires d'abord, mais ça se multiplie comme des petits pains. Et le métier d'imprimeur, pareil, c'est un métier d'avenir à l'époque. On y va, c'est comme du coding aujourd'hui. Il y en a partout en Europe. En France, en 1500, donc quoi, 50 ans après l'invention, il y a 250 ateliers d'imprimeurs. Et c'est pas la France qui imprime le plus. Il y a l'Italie, il y a les Pays-Bas, il y a la Suisse. Ça imprime, ça imprime. Du coup, il y a un développement de la culture de l'écrit. Avant, peu de gens lisaient, peu de gens encore moins écrivaient,
Et maintenant, comme on voit des affiches placardées dans les rues, on voit des gens qui ont des livres, on voit plein d'imprimés qui circulent un peu partout, les gens prennent l'habitude, commencent à vouloir s'y mettre à lire ou à vouloir écrire. Hein, c'est une vraie culture de l'écrit qui se met en place. On a envie de voir, on est curieux. La lectura. Alors, en plus de ça, il y a autre chose qui se met en place. C'est ce qu'on appelle la République des lettres. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? La République des lettres, c'est un espace virtuel hein, qui n'existe pas vraiment, mais en fait qui représente tous les humanismes d'Europe qui s'échangent des informations. Alors, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les textos, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, il y a deux moyens pour ces humanismes français, espagnols, italiens, allemands, anglais, de s'échanger des informations. Les deux moyens sont, un, les voyages. Et ouais, on prend ses jambes, on prend son cheval et on y va. Deuxième moyen après les voyages, de se déplacer, c'est les lettres. On a un peu perdu l'habitude d'écrire des lettres. Mais à l'époque, on écrit énormément. On prend sa plume de doigt, on la trempe. En plus, il y a le papier qui est arrivé. On écrit mon cher ami, j'ai découvert le parrain. Des choses comme ça, voilà. On envoie et c'est parti. On attend la réponse patiemment. Parfois, on attend un peu longtemps. Mais c'est toujours mieux que rien. Donc ça, la République des lettres, c'est cet espace où les gens s'échangent des informations, s'écrivent, s'envoient des choses. Et ça permet effectivement de diffuser plus vite de nouvelles connaissances et de travailler en fait en équipe aussi. Bon, ça c'est la deuxième partie. Maintenant, on va passer à la troisième. Allez, la troisième et dernière partie, merci de votre patience, c'est la conquête de l'espace public. Alors là, il faut que maintenant, quand on sort de chez soi, on ait l'impression de vivre dans une époque de renaissance, quelque chose de nouveau. Il faut qu'on le voie, le changement. Il faut qu'on le perçoive, qu'on l'entende, que tous nos sens sont en éveil. Il se passe quelque chose, ça a changé. Là, la nouvelle place de l'individu, hein, les humanistes avaient dit que l'homme est à part, chaque homme est unique, chaque homme a un potentiel. Ça se voit rapidement, ça s'entend même grâce au prénom. Au Moyen-Âge, en France, vous avez la moitié de la population qui s'appelle Jean ou Jeanne. Pas très original. Il y a un développement beaucoup plus important de la diversité des prénoms. On s'appelle Louis, on s'appelle Nicolas, on s'appelle Bertrand, Bernard, il y en a plus qui apparaissent. Hein, ça permet de diversifier, différencier l'individu. En plus de ça, on voit aussi des différenciations dans les costumes. Lisez, regardez le livre des costumes de Matthaus Schwartz. Cet homme, il a à chaque anniversaire montré un costume différent. Alors, on voit les vêtements, c'est plus les vêtements du Moyen-Âge amples qui cachent le corps et on se ressemble plus tous ou moins. Là, il y a du style, on essaye de se différencier. On a des pantalons cintrés, on a des vêtements bouffants ici et amples pour les hommes. Hein, ça change. Et oui, même les tombes commencent à se différencier. Hein, on ne veut pas avoir la même tombe que le voisin. Si ce n'est pas une preuve, ça. Autre élément, les anniversaires. Ça y est, enfin, on fête les anniversaires des gens et l'anniversaire de la naissance. Au Moyen-Âge, on fête l'anniversaire de la mort. Super réjouissant. Et le dernier élément, la multiplication des portraits. Hein, avant, les princes avaient le droit à leur portrait, les rois, et puis voilà. Hein, là, on a des bourgeois. Dès qu'on a un peu d'argent, on a envie de se faire tirer le portrait. Là, Jan van Eyck, qui est un peintre de la Renaissance, en a fait plein. Vous pouvez les consulter. Albrecht Dürer aussi. Ils sont même des autoportraits, les peintres, d'eux-mêmes, carrément. C'est le seul moyen de laisser une trace après sa mort, tout ça. Dernier élément que j'aimerais parler, c'est le changement de style des bâtiments et des monuments. Ça change. Alors, les premiers à changer, bien sûr, c'est les bâtiments des puissants. Les palais royaux, par exemple. En France, si on regarde la différence entre un château du Moyen-Âge, avec ses grosses douves, ses tours et ses petites meurtrières tout obscures, et un château de la Renaissance, comme le château de Fontainebleau, il n'y a pas photo. On veut vivre dans le château de Fontainebleau. Il y a des grandes fenêtres, c'est agréable, il y a de la lumière, il y a des beaux mobiliers. C'est pas de la vieille pierre, quoi. Hein. En plus, des châteaux, ça va se multiplier. On va aussi voir des villas de personnes riches. En Italie, à Florence, à Milan, à Venise, il y a des très belles villas avec des colonnes. On s'inspire de l'Antiquité, n'est-ce pas? Vidéo numéro 1.
On met du marbre, on met des décorations, on fait de la symétrie. C'est beau, et oui, ça se développe. Et en plus de ça, on voit aussi des statues qui changent. Hein, là, il y a vraiment une volonté d'avoir des choses belles, de la beauté. Et donc, on va mettre des statues de corps nus. Hein, la nudité est vue comme belle, alors on imagine par exemple Persée là, qui tient la tête de la Méduse, héros de l'Antiquité nu, ce genre de statue là qui se développe un peu partout. Voilà, hein, je crois qu'on a tout dit, enfin tout dit, dans un espace de 10 minutes en tout. N'oubliez pas d'aller sur le site www.immersionhg.com et n'oubliez pas d'être curieux dans votre vie en général. Au revoir.